Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Parlons peu, parlons mode. Votre rendez-vous hebdomadaire à retrouver tous les vendredis à 17h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson. Alors installez-vous confortablement parce que comme d'habitude on est parti pour un bon quart d'heure mode et tendance. Aujourd'hui dans l'actualité mode, on va parler d'une grande diva de la musique, il s'agit de Rihanna et par le biais de sa marque, Fenty, elle lance une collection capsule avec Amina Muaddi, nouvelle gourou de la chaussure. Notre portrait de la semaine est dédié à Stella McCartney, la fille de Paul McCartney. Elle a su s'imposer dans l'industrie du luxe avec de nouveaux codes, notamment en termes de développement durable et de lutte contre l'utilisation de matières animales. Dans la rubrique iconique, on va parler parfum. Et quel parfum, puisqu'on va parler du Chanel numéro 5. Enfin, notre influenceuse, c'est, vous l'attendiez, notre très chère Negin Mirsalei. On va parler d'elle, mais on va surtout essayer de comprendre comment elle a su s'imposer en très peu de temps comme l'une des plus grandes influenceuses au monde. Et on va surtout étudier pourquoi elle nous magnétise, pourquoi on en est fou. Je pense vraiment que c'est la collaboration mode de l'été. La maison de luxe Fenty, donc la marque de la chanteuse Rihanna, a lancé une collection capsule imaginée par Amina Muaddi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Amina Muaddi, c'est vraiment le crush du moment en termes de chaussures. C'est une créatrice dans l'air du temps, qui fait des collections très tendances. Son esthétique est très originale et les chaussures qu'elle dessine sont souvent qualifiées d'architecturales. Alors qu'est-ce que ça veut dire une chaussure architecturale ? Eh bien ça veut dire une chaussure où les formes vont être très étudiées, très géométriques. Je trouve ça très original, ce qu'elle fait, c'est minimaliste mais en même temps très abouti. Et ce qui a vraiment enflammé les fashionistas, c'est notamment le fait qu'elle dessine des talons aiguilles mais inversés en fait, de forme pyramidale. Bon, c'est un style assez particulier qui ne plaît pas à tout le monde, je veux bien le concevoir, mais en tout cas l'instasphère en raffole. Bref, les chaussures Amina Muaddi, c'est un peu la tendance arty à avoir en ce moment. Et ça, Fenty l'a bien compris et elle a donc décidé de lancer une collaboration. Et vous n'avez pas pu manquer les fameuses photos de Rihanna en train de travailler avec Amina sur le design des chaussures. C'est des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et la collection a été dévoilée il y a peu. Donc il y a 4 modèles, il y a 3 paires de sandales et une paire de mules, toutes à talons bien sûr. Je trouve que là encore c'est des chaussures très originales, franchement je vous conseille d'aller voir, je trouve ça plutôt réussi dans la mesure où c'est pile poil dans la tendance, mais c'est aussi tout à fait dans l'esprit à la fois de la marque Fenty, mais aussi dans le design très contemporain de Amina Muaddi. Et je trouve aussi que même si ça reste contemporain, c'est finalement un petit peu, encore une fois, une vibe 90-2000. Moi, ça me fait penser vraiment aux chaussures que mettait ma mère à une certaine époque. Donc si vous voulez aller checker ou même pourquoi pas vous faire plaisir, je vous mets le lien vers l'e-commerce en barre d'infos. Notre portrait de la semaine est consacré à Stella McCartney. Alors, qui dit McCartney pense forcément à Paul McCartney, le célèbre membre du groupe des Beatles. Et pour le coup, bonne pioche, puisqu'effectivement, Stella est bien la fille de Paul. Et décidément, les McCartney ont été bien dotés question talent. Alors, Stella a 48 ans et elle a commencé sa carrière il y a 25 ans, en 1995. Comme la plupart des stylistes et des designers de mode, finalement pour elle, la mode c'est une histoire de passion. Donc très tôt, elle s'intéresse aux vêtements, elle s'intéresse au stylisme, elle s'intéresse à la mode et elle commence à customiser ses propres fringues, à se coudre ses propres modèles en fait très très tôt. Elle fait des études d'art et elle présente sa collection de fin d'études en 1995. Alors ça me fait sourire parce que nous, on a des soutenances, on fait des thèses, des rapports. Elle présente des défilés, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis l'avantage aussi d'être une McCartney, c'est que papa peut s'occuper de la musique lors des défilés. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe lors de cette présentation de collection de fin d'études, puisque Paul va signer la musique de son défilé au cours duquel d'ailleurs défileront Naomi Campbell
et Kate Moss, à classe. Cette collection, elle sera saluée par la critique et par tous les gourous du milieu. Un Anglais va même acheter la totalité de la collection pour la présenter aux grands magasins américains, tels que Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. Difficile à dire ça. Bergdorf Goodman. Et les critiques sont tellement bonnes qu'elles permettent à Stella finalement de se détacher de son statut de fille d'eux qui n'est pas si facile à porter lorsqu'on veut pénétrer un milieu qui n'est pas forcément le nôtre. En 97, elle entre chez Chloé et succède donc à Karl Lagerfeld au poste de directeur artistique. Bon, difficile de succéder à Karl, d'autant plus que cela fait pour lui 30 ans qu'il bossait pour Chloé. Mais Stella relève le défi avec brio et fera du très très bon boulot pour la maison Chloé. En 2001, elle crée sa marque éponyme, Stella McCartney, grâce au groupe Gucci, devenu groupe Kering. Alors, au niveau de son esthétique, ce que j'aime avec Stella McCartney, c'est qu'elle fait vraiment des vêtements de tous les jours, qu'on peut porter de façon très casual dans son quotidien. Parfois, même dans le prêt-à-porter luxe, les vêtements ils sont tellement travaillés que c'est difficile d'imaginer ça porté au quotidien. Bon, eh bien avec Stella McCartney, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est même un peu le pendant anglais de Isabelle Marant chez nous en France, dans le sens où on est vraiment dans une vibe plus pratique, c'est-à-dire que le vêtement, il est avant tout conçu comme quelque chose qui se porte, qui doit vivre en fait, et il doit être confortable, il doit être utile. En plus, bien sûr, d'être conforme à une ligne esthétique. Je pense que ma pièce préférée chez Stella McCartney, c'est le fameux Falabella. Alors c'est un sac que j'ai beaucoup vu à une période dans la rue, avant de me rendre compte que c'était un Stella McCartney. Ce que je trouve cool, c'est que c'est un sac plutôt sobre, mais qui reprend les codes du sac en cuir et avec une chaîne, mais d'une façon complètement réinventée. Et là encore, l'approche de ce sac est beaucoup plus pratique, puisque Stella McCartney, elle a rajouté une poignée, ce qui fait qu'on peut vraiment porter le sac à la main. Le sac est plus souple, plus grand, ce qui le rend un peu plus casual finalement qu'un sac cuir chaîne comme on a pu le voir chez Chanel par exemple. Mais le plus intéressant à étudier chez Stella McCartney, c'est quand même son éthique créatrice, parce que Stella, c'est je pense l'une des premières designers à introduire vraiment un principe d'éco-responsabilité dans ses collections. En fait, elle suit simplement les principes qui lui ont été inculqués lorsqu'elle était petite. Elle a en effet reçu une éducation végétarienne assez stricte de par sa mère, et elle a aussi été ralliée très tôt à la cause animale. Et donc Stella McCartney va relever le défi de créer des vêtements sans utiliser de matière animale, ce qui est quand même un exploit quand on y pense, puisque ça signifie pas de cuir, pourtant considéré comme une matière noble. C'est difficile en effet de jouer le jeu du haut de gamme pour tout ce qui est chaussures et maroquinerie, surtout dans le luxe. On y pense moins, mais pas de matière animale, ça veut aussi dire pas de plumes, qui sont quand même assez utilisées dans le monde de la mode, prêt-à-porter mais surtout haute couture. Pas de laine non plus, donc tout ce qui est cachemire, angora, alpaga, mohair, on oublie. Et puis bien sûr, pas de fourrure. Le combat de Stella McCartney va donc être difficile, et il va falloir trouver à chaque fois des alternatives, des matières innovantes susceptibles en fait de remplacer ce qui se fait d'ordinaire dans le luxe. Mais elle va y arriver, et je pense que le plus bel exemple c'est l'an dernier lorsqu'elle a conçu une fausse fourrure en koba. Alors le koba, c'est une fourrure qui est faite en fait à partir de matière végétale. Et c'est une réelle innovation technique en fait. Bon, la preuve du coup qu'on peut rester stylé sans tuer la nature, et ça c'est plutôt cool. Et puis son combat finalement, il a beaucoup impacté le monde de la mode, puisque de plus en plus les designers font attention aux matières qu'ils utilisent. Et pour le petit clin d'œil, Stella McCartney, elle a été nommée conseillère spéciale de Bernard Arnault et des membres du comité exécutif sur le développement durable pour le compte du groupe LVMH. Et puis Stella McCartney, elle est aussi engagée pour d'autres causes, la cause féminine par exemple. Certaines collections sont imprégnées de féminisme, et puis on peut le voir d'ailleurs quand on arrive directement sur son site. Et puis elle ne cesse d'innover, puisqu'elle a conçu pour Adidas un soutien-gorge dédié aux femmes ayant subi une mastectomie. Donc franchement, chapeau. Stella McCartney, c'est vraiment une figure de la mode, discrète certes, mais qui a su imposer ses convictions et rendre la mode plus éthique. We love it! Notre icône de la semaine, c'est le seul, l'unique, le parfum Chanel numéro 5.
parfum qui est très certainement parmi les plus connus au monde. Il a été créé il y a presque 100 ans, en 1921, par le parfumeur Ernest Beau, qui est connu comme l'un des plus grands parfumeurs de l'histoire. À l'époque, il est consulté par Gabrielle Chanel qui veut un parfum signature qui soit à son image, c'est-à-dire moderne tout en restant chic et sobre. Ernest Beau lui propose donc une gamme de différents échantillons d'un parfum qu'il a conçu avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était né pour une entreprise russe. À cette époque-là, donc avant qu'il ne soit consulté par Gabrielle, il travaille à l'élaboration d'un parfum composé, ce qui est assez innovant à l'époque. En son temps, en fait, on travaillait sur des parfums dits soliflores, c'est-à-dire des parfums avec une note de tête très florale, et le parfum sentait donc avant tout la rose, la violette, le lys, etc. Là, la dynamique est complètement différente. Ernest Beau, il veut faire un parfum sur mesure, une composition faite de parfums naturels et de parfums artificiels, dans laquelle finalement on ne reconnaisse pas directement quelles senteurs ont été utilisées pour le fabriquer. Bon, le but c'est de créer un parfum qui a sa propre odeur en fait. On ne sent plus la rose ou le jasmin, on sent le parfum d'Ernest Beau, c'est-à-dire finalement le Chanel numéro 5. Concrètement, qu'est-ce que ça sent ? Alors, selon les parfumeurs, on a une note de tête qui est faite d'aldéhyde. Alors, c'est le fameux composé synthétique utilisé. Il a une odeur d'orange. On a du néroli, du citron et de la bergamote. En note de cœur, on retrouve de l'ylang-ylang, du jasmin, de la rose de mai, de l'iris et du muguet. Et puis on a des notes de fond un petit peu plus masculines avec par exemple le vétiver, le santal, le musc et le cèdre. Donc on a une dominante florale dans ce parfum, des fleurs blanches. Au passage, pourquoi numéro 5 ? Tout simplement parce que la gamme de nuances de parfum proposée par Ernest Beau à Chanel, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, était numérotée de 1 à 5 et de 20 à 24. Et la nuance choisie par Gabrielle fut la numéro 5. Bon, le fait de mélanger comme ça des senteurs pour obtenir un parfum artificiel, complètement fabriqué, une odeur qui n'existe pas en tant que telle dans la nature, c'est assez novateur à l'époque, et c'est ce qui contribue à faire le succès de ce parfum qui va pousser d'autant plus la modernité au niveau cette fois-ci de son flacon. À l'époque, le flacon est très important, presque plus important que le parfum lui-même, puisque comme on l'a dit, on a des senteurs finalement assez classiques, et c'est donc le flacon qui fait toute la différence. Le flacon est vraiment un moyen de se démarquer. Là, avec Chanel numéro 5, le parfum se suffit à lui-même. L'odeur est reconnaissable entre mille. Donc l'idée c'est de faire un flacon plutôt sobre, rectangulaire, avec une simple étiquette sur laquelle on peut lire le nom du parfum. Et le flacon changera plusieurs fois, il sera légèrement modifié de 1921 à 1986. On a donc un parfum innovant, un flacon moderne, le tout chez Chanel, qui est une maison qui commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et bien sûr, pour pouvoir incarner cette essence, il faut des muses, des égéries. Plusieurs vont être le visage du numéro 5, comme Ali McGraw, Catherine Deneuve, Nicole Kidman ou encore Audrey Tautou. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Marilyn Monroe, elle n'a pas été égérie à proprement parler. Mais on va dire qu'elle a définitivement enfoncé le clou, elle a définitivement fait de ce parfum une légende, en affirmant que la seule chose qu'elle portait sous ses draps la nuit, c'était quelques gouttes de Chanel numéro 5. Bon, ce parfum a malgré lui subi l'histoire, puisque pour être largement commercialisé, Gabrielle va faire appel aux frères Wertheimer, qui à l'époque sont des experts dans la distribution et qui entretiennent en fait un vaste réseau de distribution à travers le monde. Et de cette collaboration va naître un conflit entre Gabrielle Chanel et les frères Wertheimer qui vont acheter la majorité des parts de la société Parfums Chanel. Et Gabrielle va en fait se sentir lésée. Et pour pouvoir récupérer ses parts, eh bien, elle va élaborer toute une stratégie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle verra en la collaboration avec les nazis l'opportunité de mener à bien cette stratégie. Quoi qu'il en soit, le numéro 5, c'est le parfum parmi les parfums les plus connus au monde. Il a été le plus vendu de 1929 à 2011 et il a été détrôné par le concurrent Dior J'adore. Notre dernière rubrique est consacrée cette semaine à Negin Mirsalei.
Bon, inutile de vous dire que je suis absolument fan de cette fille puisque je vous en ai assez parlé dans des vlogs ou dans des vidéos précédentes. J'ai même fait une vidéo consacrée à sa fameuse huile de beauté pour les cheveux qui s'appelle Gisou. Parce qu'en effet, au-delà d'être influenceuse, elle est aussi à la tête d'une marque de cosmétiques pour les cheveux qui s'appelle donc Gisou. Et le concept de cette marque, c'est de proposer des produits haut de gamme faits à partir de miel. Donc elle a fait par exemple l'huile pour les cheveux qui est ici, mais elle a aussi le shampoing, hop, et elle a le masque. Mais elle a aussi un spray protecteur contre la chaleur et il me semble aussi qu'elle a un spray pour les ondulations, le beach wave, et elle fait aussi un parfum pour les cheveux. Alors c'est une idée qui lui est inspirée de sa mère qui est coiffeuse et qui a conçu il y a quelques années sa propre solution capillaire à partir du miel produit par son mari qui est apiculteur, son mari donc le père de Negin Mirsalei. Jusque là tout va bien. Negin, qui a toujours baigné dans ce contexte-là, elle est très attachée à l'entretien de ses cheveux et c'est justement grâce à cette crinière de rêve qu'elle a commencé à cartonner sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui posait des questions sur ses cheveux, oh là là mais comment tu fais pour les entretenir, c'est magnifique et tout, t'as des cheveux magnifiques etc, quel est ton secret? Bon bah le secret c'est Gisou quoi. Alors c'est vrai, ces produits sont fantastiques, je les utilise. Et effectivement, je vois une grosse différence quand je les utilise. Mais je pense quand même qu'elle a un très très bon capital cheveux de base, puisqu'elle en a énormément des cheveux. Ils sont très très longs, et ça je pense que ça fait beaucoup. Negin, c'est vraiment un monument au panthéon des influenceurs. Elle a actuellement 6 millions d'abonnés sur Instagram, son réseau social de prédilection, comme la plupart des influenceurs mode d'ailleurs. Mais elle a aussi son site sur lequel elle est un petit peu moins active, c'est vrai. Et puis bien sûr, elle a sa chaîne YouTube sur laquelle elle postait à une certaine époque un vlog par semaine. Alors là, c'était l'âge d'or de Negin Mirsalei, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, ce n'est plus d'actualité, elle a ralenti le rythme. Ce qui a fait sa force, je pense, c'est vraiment de promouvoir sa marque sur de nouveaux marchés internationaux, ce qui lui a permis de voyager à travers le monde, de rencontrer des personnes intéressantes pour son business. Elle est très proche de certaines marques comme Revolve, Dior ou encore Louis Vuitton. Promouvoir sa marque, ça lui a aussi permis finalement d'avoir autre chose à montrer que ses looks. Et ça, je pense que ça fait vraiment toute la différence par rapport aux autres influenceuses mode. Ça lui permet aussi par exemple de promouvoir une cause éthique qui est celle du développement durable, puisque la préservation des abeilles a été un sujet très très chaud d'actualité ces dernières années. On rappellera jamais assez que les insectes pollinisateurs ont un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre naturel. Et puis ça lui permet aussi de montrer finalement les coulisses de son business. Comment on crée une marque, comment on fabrique une image, comment on la fait évoluer, comment ça se passe quand on a une grande équipe avec laquelle il faut travailler. Bon, ce qui a fait son succès, c'est déjà ça, je pense. Le fait qu'elle soit plus qu'une influenceuse, qu'elle soit finalement en réalité une réelle businesswoman. Je pense aussi que plus que tout autre influenceur, Negin, elle vend du rêve. Bon, déjà, c'est une bombe, ça ne fait pas tout, mais je pense que ça contribue largement au fait qu'on la regarde. Bon, même s'il y a eu des polémiques autour de Negin, il y a des photos qui ont été publiées avant, après chirurgie. Dans une vidéo, elle affirme et assume qu'elle a effectivement eu recours à la chirurgie. Et si vous voulez mon avis, elle a bien raison. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait une vidéo sur la chirurgie esthétique pour ou contre. Je vous mets le lien. Allez la regarder et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Mais le rêve que nous vend Negin, je pense qu'il vient pas que de sa beauté, il vient aussi de sa vie hallucinante en fait. À une période, je me souviens, chaque nouveau vlog, elle était dans un pays différent et parfois elle était dans plusieurs pays différents dans un seul vlog, le tout d'une semaine sur l'autre. Donc bien sûr, elle voyage dans les plus beaux hôtels, elle voyage en première classe à chaque fois, ce qui lui donne en fait l'occasion de nous montrer beaucoup de matière, genre comment je fais ma valise, qu'est-ce que je mets dans ma valise, qu'est-ce que j'ai acheté à Londres, qu'est-ce que j'ai acheté à Tokyo, à New York. Et c'est ça qui fonctionne finalement avec les gens, c'est en fait leur faire partager de l'intérieur des choses exceptionnelles, de façon à leur donner accès par procuration certes, à des choses auxquelles ils n'ont pas accès dans la vraie vie. Bon grâce à Negin,
Nous aussi, on va à la Fashion Week de Paris. Nous aussi, on s'assoit front row. On défile pour Dolce Gabbana. On assiste à des essayages. On dort au Plaza Athénée. On fait la couverture des magazines, etc., etc., etc. Voilà, en fait, Negin, elle offre un moment de rêve, un moment d'évasion, que ce soit par le biais de ses vidéos ou par le biais de son Instagram. Après, c'est aussi à cause de ce genre d'influenceurs qu'on a eu des polémiques, puisque beaucoup ont critiqué le fait que montrer ce genre de choses, c'est finalement montrer un monde et une vie idéale qui n'existe pas pour la plupart des gens, qui ne reflètent en rien leur quotidien. Certains pensent que YouTube, c'est une plateforme qui est justement faite pour montrer la real life, et d'autres au contraire qui pensent que justement Negin, elle a tout à fait sa place sur ce genre de plateforme, puisque sur ce genre de plateforme, on cherche à voir du rêve. Bon, moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse des médias sociaux, c'est justement le fait d'avoir le choix, de choisir ce qu'on veut regarder. Et puis, je pense que c'est aussi assez illégitime de dire ça par rapport à Negin, puisqu'elle montre aussi sa real life, puisqu'on la voit souvent dans ses vlogs ou même sur son Instagram, dans sa vraie vie en fait. Elle vit aux Pays-Bas, dans une maison, avec son chéri qui s'appelle Maurits, son chien qui s'appelle Mozi. Et dans ses vlogs où elle reste à la maison, ou dans ses stories Instagram où elle reste à la maison, eh bien, elle mène finalement, c'est vrai, une vie assez commune. Bon, certes, elle est chef d'entreprise, certes, elle a un niveau de vie assez haut, mais encore une fois, elle travaille pour, et elle a bien raison de se faire plaisir. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi, je suis fan de cette nana. Je trouve que c'est un très bel exemple de réussite, et ça fait du bien de voir des gens se donner leur propre chance, en fait. Elle a cru en elle et puis elle a bien fait puisque finalement elle a réalisé son rêve. Au final, elle s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça dans cette aventure-là, contrairement à une Chiara Ferragni qui fait dans l'influence depuis une dizaine d'années. Negin Mirsalei, elle s'est lancée alors qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans ce milieu-là, mais comme elle a réussi à apporter quelque chose de nouveau aux gens, elle a su s'imposer et franchement elle le mérite car c'est beaucoup de travail. Nous, on la voit à travers ses vlogs, ses stories Instagram et tout ça, mais en réalité, chacune de ces activités, c'est du travail, même si on n'en a pas forcément l'impression. Parce que le concept même d'influenceur, c'est justement de valoriser son mode de vie en activité professionnelle. Donc tout, en fait, devient du boulot. Se coiffer, se maquiller, à partir du moment où on le filme et qu'on décrit ce qu'on est en train de faire, ça devient du travail, qui deviendra après un montage et tout, qu'on va devoir diffuser sur YouTube, etc. Moi, perso, voilà, je vous le redis encore, mais je suis fan de cette nana-là. Regardez ses blogs, ça m'inspire, ça me fait rêver, ça me fait du bien. Donc, partie de là, je vois pas quoi demander de plus, en fait. Il faut vraiment prendre ça, je pense, comme un divertissement. Certains vont en boîte, au ciné, regardent Netflix, regardent d'autres vidéos YouTube, d'autres genres de vidéos YouTube. Bon, moi, regardez ses vlogs, regardez ses stories Instagram, ça me fait du bien. Et je pense qu'on est nombreux à le faire. Donc, je vois pas où est le problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai été ravie, plus que ravie d'être avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je publie du nouveau contenu. Ce qui arrive très régulièrement puisqu'en ce moment, je publie une vidéo par jour du lundi au samedi. Donc, si vous ne voulez rien rater, je vous conseille vivement d'activer les notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore sur mon site pamelacobson.fr. Je vous embrasse, on se retrouve lundi pour le vlog et vendredi prochain pour un nouveau Parlons peu, parlons mode. Bisous!